Alors, je suis en train de... Voilà, on est en plein ce que j'appelle terra incognita, hein. C'est une opération pendant 3 semaines où j'engage les gens vraiment à expérimenter des changements de leur mode de vie. Alors, on parle d'alimentation, mais de plus en plus, j'ai envie d'élargir le sujet et surtout d'accentuer et de mettre l'accent sur ce qui est du domaine de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire de dire que il n'est pas temps de protester contre ce qu'on nous impose. On nous impose quelque chose simplement parce que nous ne reprenons pas notre droit légitime à faire par nous-mêmes, que ce soit au Mhm. niveau de la santé et aussi au niveau de la production alimentaire. Alors, Mhm. Francis, je pense que les gens vont s'en rendre compte rapidement, vu ton accent, Oui, tu es au Québec. absolument. Je suis au Québec Et, présentement. et Kurt, qui est avec toi, donc t'a aidé à réaliser un projet et à le filmer d'ailleurs, un projet de réalisation de serres qui vise à avoir une autoproduction alimentaire assez stupéfiante en Mhm. utilisant des techniques solaires passives. Et donc j'ai Absolument. souhaité en parler avec toi parce que pour moi, on ne peut pas penser le changement d'alimentation sans penser aussi à la dimension de l'autoproduction, parce que il y a de la joie et que, d'après moi, produire sa nourriture, c'est un besoin physiologique humain. Absolument. Donc, voilà, j'avais envie de vous interroger par rapport à ça, connaître un peu la genèse du projet, en savoir plus, et puis en savoir plus aussi sur le nouveau projet que tu nous prépares, qui m'a l'air aussi assez fabuleux. Absolument. Excellent. Dans le fond, on peut commencer tout de suite un petit peu avec la genèse du projet, justement. C'est intéressant comment que ça s'est passé. C'est que moi, j'ai commencé donc c'était en 2012. Puis juste en quelques secondes, là, juste avant ça, moi, j'étais un guide de plein air. Fait que l'aspect autonomie m'a toujours intéressé. J'ai commencé au tout début avec je donnais des formations de leadership. Dans le fond, on enseignait le leadership, mais sous forme de longues expéditions. Donc, je partais 30 jours en autonomie complète dans le fin fond du Canada, là, au Yukon, au Labrador, vraiment, vraiment loin, des expéditions où est-ce qu'on allait voir personne d'autre que notre groupe pendant des fois 20, 25 jours ou même plus. Il y avait juste au début, là, où est-ce que le train nous laissait, puis à la toute fin, qu'il y avait quelques petits chalets ou des choses comme ça. Mais c'est comme ça que ça a commencé au début. Ça a été un grand intérêt pour moi. Le leadership, dans le fond, les gens qui prennent leurs responsabilités, c'était un intérêt, puis l'aspect autonomie. La seule chose qui me dérangeait un petit peu de ce projet-là, que j'aimais beaucoup, c'est qu'à la fin, je me disais, ce qui est dommage, les gens ils disent, on doit retourner à la vie normale. Ils finissaient la Ouais. formation et disaient, waouh, c'est extraordinaire, mais là, il faut retourner à la vie normale. Comme s'ils n'étaient pas capables de reprendre tout ce qu'ils avaient appris puis de l'appliquer dans la vie de tous les jours, dans le fond. Puis c'est de là que mon intérêt est allé vers la santé, premièrement, un petit peu comme tu mets autant d'efforts et puis peut-être des milliers de personnes avec ça, des centaines de milliers maintenant. Donc, il y avait la santé, mais il y avait l'aspect toute autonomie, permaculture et comment on pourrait créer quelque chose de similaire, mais qu'à la fin du cours, les gens disent super, je m'en vais l'appliquer dans ma vie, au lieu de dire je dois Ouais. retourner à la vie normale. Parce que c'est plus, on est en canot dans le fin fond du Yukon, on a appris des choses qui étaient applicables directement, ou du moins qui peuvent dire, par exemple, OK, ben moi, j'ai comme objectif, un des aspects que je trouve vraiment intéressant sur lequel on travaille, on se dit, moi, je veux une maison qui est autonome puis qui produit une grande partie de sa nourriture, par exemple, pour dans 6 ans ou dans 7 ans. Puis on fait un plan de Ouais. match. C'est ça l'objectif de nos formations maintenant. On fait un plan de match qui fait qu'on peut la faire évolutive pour pas que la maison coûte tellement cher au début ou la serre ou tout ça qu'on doive s'endetter là, à vie, le principe de l'hypothèque pour toujours, là, avec une unité plus évolutive qui grandit au fil des années puis qui éventuellement donne ce qu'on rêve depuis le départ, mais on le fait évolutif pour pas qu'on ait besoin de s'endetter autant. Tu sais. Donc c'est ça. Puis après ça, là, j'ai cherché sur Internet, bien sûr, c'est quoi les ressources, c'est qui. Une de mes passions dans la vie, c'est d'aller apprendre des meilleurs au monde dans un certain sujet. Puis je suis tombé sur Michael Reynolds à un moment donné avec le film là, Garbage Warrior. Et puis, Ouais. donc, le Film guerrier des fabuleux. poubelles. Ouais, je mettrai le lien vers le film OK. parce que ce film-là, il est juste stupéfiant. Ouais, absolument, vraiment bon. Fait que j'ai vu ce film-là, puis je me suis informé. Il venait juste de sortir, dans le fond, la première version de l'Académie des Earthship, là, dans le fond, la Earthship Academy, à Taos, au Nouveau-Mexique. Donc, j'ai été le premier gradué. Dès que j'ai su que ça existait, je suis parti là-bas. Et puis, pendant que j'étais là-bas, je me rendais compte que il y avait peu d'informations sur ces sujets-là en français, justement. Sur Internet, il y avait très peu d'informations. Fait que j'ai commencé à D'ailleurs, filmer, tout simplement. excuse, Oui, je te coupe, est-ce que tu oui, peux nous pas de problème. expliquer exactement ce que sont les Earthships Oui, et quel OK, était le projet de Michael Reynolds? Parce que je pense que bien tout le sûr, monde ne connaît pas ça et c'est quelque absolument. chose de juste stupéfiant. L'histoire un peu de Michael Reynolds pour expliquer la genèse de ton projet. Absolument. Donc, Michael Reynolds, en rapido, là, son historique, là, c'est dans les années 70. C'est un architecte qui, dans les années 70, se rend compte. En fait, lui, sa vision, c'est qu'il dit,
Si on veut vraiment faire un changement, il va falloir changer la philosophie des bâtiments. Présentement, les bâtiments, c'est un paquet de matériaux qui malheureusement rapidement deviennent des déchets. Okay? C'est des matériaux chimiques souvent qui deviennent des déchets après peu de temps. Puis les maisons sont faites par design pour tirer sur de l'énergie puis de l'eau. Dans le fond, toutes les maisons sont connectées ensemble puis tirent constamment sur de l'énergie puis de l'eau, puis ils redonnent des déchets. Ça, il disait, même si on améliore un petit peu le système, on va toujours être dans une situation où est-ce qu'on tire sur des ressources puis on rejette des déchets dans le fond. Puis ça, c'est un problème fondamental que si on ne change pas de philosophie, on ne réussira jamais à améliorer vraiment considérablement. Puis en plus, plus on connecte de maisons ensemble, c'est-à-dire plus il y a de maisons qui font ça, plus on devient un immense monstre, dans le fond, qui éventuellement va créer des guerres. Déjà, dans les années 70, Michael Reynolds disait « C'est presque sûr que la Troisième Guerre mondiale va être par rapport à l'eau. » C'est extrêmement dommage parce que c'est juste qu'on crée plein de maisons qui ont besoin de tirer sur de l'eau en permanence. Puis vu qu'il n'y en a pas une quantité infinie d'eau sur Terre, ben à un moment donné, il va y avoir deux grosses villes, deux gros pays qui disent « Hey, ça, c'est mon eau. » Nous, on a des cas comme ça présentement au Canada. Même nous, on a une quantité d'eau incroyable, mais les États-Unis en manquent dans le sud-ouest. Puis il y a des discussions à aller prendre l'eau des Grands Lacs puis la ramener vers eux. C'est un début de ce qu'il racontait, c'est qu'à un moment donné, tous les grands pays veulent cette même eau-là, puis ils doivent faire la guerre pour. Puis il disait, ce qui est vraiment dommage, c'est que on aurait juste eu une technologie différente, puis il n'y aurait pas eu aucun problème, parce que lui, il a la preuve, il y a une communauté de plus de 125 Earthship, ben des centaines, en fait, si on fait la communauté au complet, qui vit 100% autonome juste avec l'eau de pluie, puis eux, ils vivent dans le désert. Ils reçoivent 5 à 6 fois moins d'eau que nous au Québec, puis sont en autonomie complète. Donc, il disait, c'est juste un petit problème de technologie puis de philosophie qui créerait une guerre absolument inutile, dans le fond. Fait qu'il a commencé Earthship, en anglais, ça veut dire, enfin en français, ça veut dire vaisseau terrestre un petit peu. Et l'idée était de créer des maisons, des unités de vie autonomes au niveau des ressources, qui tirent leurs ressources directement du soleil, de la pluie, et qui permettent à des gens de vivre sans prédater sur le milieu, quoi, quelque part. Exactement. Fait que c'est justement, il s'est dit, si on veut faire l'opposé de cette ancienne philosophie-là, ce qu'il va falloir faire, c'est réutiliser les matériaux, dans le fond, réutiliser les matériaux du passé, soit les déchets ou soit des matériaux naturels, parce que ça, c'est renouvelable. Et puis, il faut créer des unités qui interagissent. C'est vraiment ça. Tout le concept de Michael Reynolds, c'est des unités qui interagissent avec les phénomènes naturels comme le soleil, l'eau, le vent, toutes ces choses-là, pour créer ce dont on a besoin pour vivre et non pas en dépendance constante. Et c'est pour ça qu'on peut interagir avec l'eau pour toute l'eau, les besoins dans la maison. On peut interagir avec le soleil pour se chauffer à l'année, pour nous donner l'énergie aussi, etc., etc. Dans le fond, donc c'est ça le plan. Puis dans le fond, des années 70, il a commencé. Il réussissait pas au début. Dans le fond, sa maison, elle fonctionnait dès le début. Dès ses premiers modèles, ça fonctionnait. Sauf que le confort intérieur était moindre, disons. Tu sais, lui, il disait, c'est bien en masse. Oui. Le minimum que sa maison avait été, c'était 10 degrés Celsius. Oui, c'est en Celsius aussi là-bas en France. Ouais, donc 10 degrés Celsius, donc c'est très froid, là. Mais lui, il était satisfait de ça. Mais lorsque il a désiré que ça grossisse, que ça devienne de plus en plus commun, il a fallu qu'il améliore la performance. Fait que pendant 30 ans, il a raffiné son modèle, amélioré le modèle. Puis vers 2005, il a sorti un modèle qu'il appelle le modèle global, qui est un Earthship qui offre la même qualité de vie qu'une maison traditionnelle. Qui est autonome à 95%. Il y a juste la cuisinière encore. Même dans les maisons 100% autonomes, la cuisinière, justement, pour chauffer la nourriture, c'est la seule chose qu'on n'est pas capable de produire assez d'énergie pour le faire. Donc, quelqu'un qui mangerait plus cru, par exemple, ou des jus ou des choses comme ça, il n'y aurait pas de problème. Mais quelqu'un qui veut faire chauffer la nourriture, ça prend tellement d'énergie que c'est presque impossible. Ça prend un champ de panneaux solaires pour le fournir. Mais tout le reste, ils sont capables de le faire là, maintenant. De manière autonome dans ces vaisseaux terrestres-là, ces Earthships-là. Voilà. Ce que tu dis donc dans les vaisseaux terrestres, c'est que les performances énergétiques du bâtiment, si je ne me trompe pas, par exemple, maintenir... Alors, tu disais 10 degrés, il n'était pas tout à fait content. Il faut bien préciser qu'il est dans une des zones les plus hostiles au niveau climat de la planète, puisqu'il est dans le désert du Nouveau-Mexique, où les températures chutent négatives. C'est combien? Moins 10, moins 15, moins... Non, ça va jusqu'à moins 40. Comme au Québec, c'est ça. D'accord. Pendant la nuit. Et qu'il arrivait à maintenir cette température sans aucun système de chauffage externe, uniquement en mobilisant l'énergie solaire. Il arrivait à avoir une maison dans laquelle il fait bon vivre sans aucun chauffage. Absolument. Puis là, maintenant, depuis 2005, comme je le dis, la température dans le modèle global reste toujours entre 19 et 21 degrés à l'année, sans aucun chauffage. Sans aucun chauffage. Oui, c'est fabuleux.
C'est fabuleux. Puis, et donc, c'est justement, lorsque j'ai appris ça, j'ai fait comme, wow! Puis là, j'étais comme, il faut qu'on fasse des vidéos en français, ça n'a pas d'allure. Il faut que les gens connaissent cette information-là. Puis, je savais déjà qu'il y aurait des petites modifications à faire pour l'adapter dans les différents climats, mais la philosophie était là, puis il fallait absolument la répandre. Donc, j'ai commencé à faire ça par des conférences, puis des cours, puis des conférences, des cours et des formations en ligne, des vidéos gratuites sur YouTube sur le sujet. Et tranquillement, bon, ça a pris de l'expansion et on est en train maintenant de partir des projets pour créer ça au Québec. Et une des choses que j'ai fait en arrivant au Québec, justement, c'est de rassembler les experts du Québec pour voir c'était quoi les petites adaptations justement qu'il fallait faire. Et je suis allé voir des gens qui, au Québec, eux aussi avaient réussi à faire des maisons qui, nous, au Québec, notre froid est plus stable. OK, donc le froid de l'hiver canadien, la différence avec Taos, c'est que nous, en décembre et janvier, la grosse difficulté, c'est qu'il fait quand même froid, mais il y a très peu de soleil. Au Québec, on est très chanceux, on a beaucoup de soleil presque toute l'année, sauf décembre et janvier. On a très peu de soleil, donc c'est là les difficultés. Mais il y a quand même des maisons qui réussissent à très bien performer au Québec, de certains experts là, qui sont nos professeurs dans nos formations, c'est-à-dire qui vont diminuer par exemple jusqu'à 14 ou 15 sans aucun chauffage pendant l'année. Donc c'est quand même très, très intéressant déjà comme performance. Puis nous, notre but, c'est de pousser ça jusqu'à temps qu'on arrive à une performance similaire à celle de Michael Reynolds, où est-ce que moi, je crois dans 5-10 ans, les bâtiments, ça va être juste fait comme ça. C'est que les maisons vont créer tout ce qu'ils ont besoin par eux-mêmes et même vont être dans une situation d'abondance. On commence à parler de ça, des maisons qui produisent plus que ce qu'ils ont besoin. C'est-à-dire que toutes les maisons sont capables de produire tout ce qu'ils ont besoin puis redonner même en partie à l'extérieur. Donc, c'est un changement justement de paradigme, de philosophie vraiment important au niveau des bâtiments. Oui, c'est une inversion complète parce qu'actuellement, finalement, les maisons sont des gouffres. C'est-à-dire que on y est mal, déjà, physiquement. Ouais, la plupart des gens se plaignent de leur maison. Il n'y a pas de confort du tout. Il n'y a pas de vrai confort. Et en même temps, ces maisons consomment énormément d'énergie. Et le but, c'est d'inverser la donne, c'est-à-dire d'avoir des maisons qui ne consomment pas, voire qui produisent de l'énergie uniquement à partir des ressources passives, ce qui semble avoir quand même pas mal d'avantages. Premièrement, en termes de confort. Deuxièmement, en termes de bilan sur ce qui est pris et sur ce qui est restitué. Et en plus, en termes de confort, c'est-à-dire qu'on y est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Les maisons actuelles ne sont pas du tout adaptées à la biologie humaine. Combien de personnes disent, moi, je suis dans ma maison, mais j'y suis pas bien. C'est des carrés de béton, ça respire pas, il y a pas de chaleur, il y a le froid qui est immanent autour. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme. Et moi, en plus de l'aspect économique, bien sûr. En plus de l'aspect économique, bien sûr, qui aide, dans le fond, à la base, Michael Reynolds, sa plus grande motivation, c'était vraiment l'aspect donner la liberté aux gens. C'est pour ça qu'il a développé le modèle global qui offre un très grand confort, mais il a aussi développé le modèle simplicité volontaire. Là, je l'ai traduit simplicité volontaire, qui offre une maison beaucoup plus abordable, qui permet que les gens ne s'endettent pas à vie pour leur maison. C'était ça le concept, dans le fond. Il disait c'est vraiment spécial que les gens se sentent obligés de travailler à vie pour payer leur maison, dans le fond, parce que c'est une des plus grosses dépenses qu'ils vont faire dans toute leur vie, probablement la plus grosse pour la plupart des gens. Puis ça, nous, on a vraiment travaillé là-dessus, puis le nouveau projet qu'on lance a comme objectif d'apporter cette vision-là des maisons évolutives pour pas que les gens aient besoin de s'endetter à long terme. C'est-à-dire, c'est sûr qu'une maison, ça reste le plus gros achat de sa vie. Il faut pas se faire des histoires puis dire ça va me coûter 5 000 $ me construire une maison. C'est pas ça que ça coûte. Sauf que si on réussit à réduire au minimum puis avoir des maisons qui sont faites pour avoir des ajouts comme la serre qui s'ajoute 2 ans après ou le garage d'autonomie que j'appelle, c'est-à-dire le garage qui permet de gérer toute l'eau, on le rajoute 1 an ou 2 ans après lorsqu'on a un petit peu plus de sous. Mais ça fait qu'au lieu de donner, parce qu'il faut comprendre que les gens, quand ils achètent une maison, payent l'hypothèque, ils la payent 2 fois leur maison. Une fois pour la maison et une fois à la banque pour les intérêts qu'ils ont payés sur 25 ans. Mais si on réussit à le faire évolutif, au lieu de payer 2 fois sa maison, on la paye peut-être juste 1 fois et quart ou 1 fois et demi, par exemple, parce qu'on est allé étape par étape. Oui, puis un prix moindre, considérablement moindre à la base, effectivement. Et alors, ce qui me plaît bien aussi dans cette réflexion sur la maison, c'est que à la fois la maison est conçue comme n'étant plus un gouffre énergétique, et ça inclut aussi l'énergie alimentaire. C'est-à-dire que dans la maison de Michael Reynolds et dans les réalisations que tu as réalisées toi aussi au Québec, la dimension de la production autonome alimentaire est totalement intégrée. Ça fait partie des ressources énergétiques de la maison. Absolument. Donc, où est-ce qu'on en est présentement? Ben, Michael Reynolds, justement, lui, il a définitivement avancé à un niveau intéressant. C'est sûr que lui, ça reste un architecte et un ingénieur, donc c'est pas autant un jardinier, mais il intègre une serre dans toutes ses maisons. Parce que la serre, elle est importante, pas juste, elle a au moins 5 ou 10 fonctions. Tu sais, en permaculture, on dit souvent,
faut jamais créer quelque chose qui va avoir juste une fonction. On va essayer d'avoir 3, 4, 5 fonctions. Bon, mais c'est la même chose. La serre sert de zone tampon, c'est-à-dire qu'elle améliore de beaucoup le confort thermique à l'intérieur de la maison. C'est aussi l'endroit par lequel on rentre l'hiver. Fait qu'au lieu d'affecter puis qu'il fasse très froid dans la maison, la section où est-ce qu'on vit, dans la cuisine, les chambres et tout ça, on rentre par la serre, donc c'est une zone tampon pour ça. On peut utiliser une thermopompe pour transformer tous les surplus de chaleur en eau chaude aussi, qui est un des aspects difficiles à produire dans une maison autonome, l'eau chaude. Donc, parce qu'une serre, ça surchauffe souvent lorsqu'il fait soleil. Une serre, ça surchauffe. Même s'il fait moins 40 dehors, s'il fait soleil, ça surchauffe. Tu sais, au Québec, là, nos serres, ils surchauffent quand il fait soleil en plein hiver. Mais nous, on a des systèmes pour faire de la ventilation. Mais si on a une thermopompe, on peut utiliser tous les surplus de chaleur puis les transformer en eau chaude au lieu, par exemple. En plus, ça peut nous aider à gérer les eaux grises. Si la personne désire gérer les eaux grises à l'intérieur de sa serre, c'est-à-dire les eaux du bain, les eaux de la laveuse, ça peut être géré dans la serre. Puis après ça, il y a toutes les plantes, dans le fond, qu'on peut faire de la production de nourriture. Puis là, la plus grosse différence, c'est une fois qu'on a une serre, la seule différence, c'est le temps et le talent en tant que jardinier du propriétaire. C'est ça qui va faire la différence, dans le fond. C'est-à-dire que si la personne est prête à mettre un petit peu de temps, mais peut-être qu'elle va choisir des plantes un petit peu moins productives, mais qui font beau, qui sentent bon et qui sont quand même le fun puis qui produisent un petit peu. Puis la personne qui veut mettre plus de temps là-dedans, investir plus de temps puis qui croit que c'est quelque chose de pertinent. Tu sais, moi, je trouve qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux au Québec en février que par une journée ensoleillée, aller nu-pied dans sa serre, les pieds dans le sable, groundé directement dans le sol, puis de faire du jardinage. Je crois que c'est difficile à battre là, en termes de qualité de vie. Donc, ça peut apporter des avantages considérables. Puis, c'est sûr que la vision long terme, c'est sûr que c'est en progression. Hein. Ça, Michael Reynolds, lui, ça fait vraiment longtemps qu'il fait ça. Nous, au Québec, on ne fait que commencer. Ça fait quelques années maintenant, mais au tout début, là, relativement. Là. Et puis, mais c'est une vision qui, dans le long terme, je crois, pourrait être vraiment, vraiment répandue. Puis remettre, jamais le terme que tu utilisais tantôt, de remettre la responsabilité dans les gens. Tu sais, moi, il y a une chose, les gens me demandent, ah ouais, mais des fois, c'est un petit peu plus compliqué, ramasser l'eau de pluie, puis tout ça. Puis moi, ma réponse, c'est que moi, personnellement, c'est juste s'il arrive quelque chose, si par exemple on manque d'eau ou il y a n'importe quelle situation qui pourrait arriver à l'extérieur, j'agis pas par peur, mais j'agis par intelligence, puis je sais que s'il y a quelque chose qui arrive, ben moi, j'ai pas le goût de me plaindre, ah, le gouvernement me promettait de m'apporter de l'eau, puis il le fait plus maintenant. Ou il me promettait de me fournir de la bouffe, puis il le fait plus maintenant, puis de me plaindre d'une situation extérieure. J'aime beaucoup mieux, au moins, avoir les besoins de base couverts par moi ou ma communauté. Hein, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de mettre autant de temps dans la production de nourriture, par exemple, mais en tant que communauté, est-ce qu'on est capable juste 4-5 maisons ensemble, on a une petite serre, puis on s'entraide pour produire une partie de la nourriture, par exemple? Ouais, c'est une question de responsabilité, mais cette responsabilité, elle donne de la joie. C'est ce que je découvre et c'est ce que moi, je tends à promouvoir. C'est-à-dire que c'est une responsabilité qui n'est pas coûteuse. C'est pas simplement s'en rajouter sur le dos. Non, il y a de la joie à être responsable de sa santé, il y a de la joie à être responsable de sa nourriture, il y a de la joie à se dire, voilà, ma maison, elle ne consomme pas du fuel pour se chauffer, elle ne consomme pas d'électricité. Quand on commence à goûter à ça, on devient presque passionné. Hein. On se dit, qu'est-ce que je peux produire? Dans quel domaine je peux encore produire et être autonome? Parce qu'il y a vraiment de la joie, ça. C'est quelque chose d'essentiel pour l'humain. Absolument. Puis quand nous, c'est un des gros focus, l'amélioration de la qualité de vie. Puis un des professeurs qui va donner la nouvelle formation en ligne, justement, c'est Luc Milderman. Et puis, c'est un être vraiment exceptionnel. Puis ça fait plus de 30 ans qu'il cultive en serre. C'est un Belge, en passant. Donc, il vient de Belgique. Et puis, 30 ans qu'il cultive en serre au Québec, depuis qu'il est déménagé au Québec. C'est un ingénieur, un architecte. Puis, une des choses qu'il m'a dit au début, c'est la seule chose que j'ai jamais compris des Québécois, c'est qu'ils se plaignent tout l'hiver que l'hiver est trop long, trop froid. Puis, personne n'a de serre adjacente à leur maison. Tandis que moi, en février, il fait soleil, je m'en vais prendre mon café dehors à côté de mes légumes dans ma serre à tous les jours. Puis, je suis comme, l'hiver est plaisant pourtant. Parce qu'en plus, l'hiver, plus il fait froid, ce qu'il faut comprendre, plus il fait froid, plus il fait soleil. Au Québec, quand il fait plus froid que moins 10 degrés Celsius, qui arrive quand même souvent en janvier, février, mars, quand il fait plus froid, il fait presque toujours soleil parce que les nuages conservent la chaleur. Les nuages servent d'isolant et conservent la chaleur, dans le fond, ce qui fait que s'il fait vraiment froid, presque par définition, ça veut dire qu'il n'y a pas de nuages. Qu'il fait soleil. C'est ça. Donc, pour les serres, c'est ça qui est merveilleux, c'est que les journées qui fait moins froid, ben les serres, eux, ils produisent moins de chaleur parce qu'il y a moins de soleil, mais ils en ont moins besoin parce qu'il fait déjà moins froid à l'extérieur. Tandis que les journées qui fait très froid, les journées très difficiles, ben
ça surchauffe dans les serres les journées qui fait très froid à l'extérieur parce qu'il fait vraiment beaucoup de soleil. Alors, autour de toute cette expérience, tu as lancé pas mal de projets, Francis, Oui. avec l'aide de Kurt aussi. Moi, je t'avais rencontré, en fait, quand j'ai découvert ton travail sur la serre autonome fabriquée selon la technique d'Earthchip. D'ailleurs, tu as produit un DVD pour expliquer un petit peu tout ce que tu avais fait, pour donner aux gens les moyens de s'autonomiser. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un peut se construire lui-même ce type de serre? Dans le fond, c'était vraiment ça l'objectif de ce premier DVD-là. Je pense que moi et Kurt, on avait deux objectifs. En fait, c'était de rendre le premier objectif, c'était de rendre plus commun. Hein. C'est un sujet que tellement peu de gens avaient entendu parler. Les Earthchip, la construction avec des matériaux naturels recyclés, le concept d'une serre solaire passive qui peut avoir une bien meilleure performance qu'une autre serre plus traditionnelle, par exemple. Donc, c'était un concept qui avait juste très peu de sources sur Internet ou de gens qui mettaient un effort à le publiciser, à le rendre plus commun, puis pour que les gens sachent que c'est quelque chose de possible. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup d'efforts à faire quand même quelque chose de très grande qualité. Kurt a travaillé très fort. C'est un DVD qui est le fun à regarder. Il est magnifique. C'est ça, c'est pas juste un petit how-to là avec une caméra qui me filme puis rapido. Il y a vraiment énormément d'efforts et d'énergie pour expliquer les concepts et démontrer ce qui est possible. Puis c'est sûr que dans un seul DVD, on pouvait pas montrer toutes les possibilités, mais on a fait un gros effort pour que les gens puissent vraiment comprendre comment ça fonctionne. On a montré l'exemple d'un modèle qui est le nôtre, dans le fond, le modèle de la serre du futur, mais on l'a mis dans un scénario où est-ce que les gens peuvent comprendre puis l'adapter à leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer ils comprennent les principes. Exactement. C'est ça l'objectif premier. Donc, c'est sûr qu'on peut aimer, c'est que tu donnes les principes. Excuse-moi. Je disais, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu donnes les principes de fonctionnement, qui sont des principes essentiels de solaire passif, et après, chacun peut l'adapter à son environnement en ajoutant, parce qu'il a toutes les clés. Exactement. Puis, on a ajouté à ça des plans d'ingénieurs, de Christian Desilets, dans le fond, qui est je dirais pas ingénieur parce qu'il ne paye plus pour être pour avoir le sceau d'ingénieur en permanence. Là. Je veux juste le protéger dans tout ça, mais qui était un ingénieur avant et qui a toutes les qualifications pour vraiment faire des plans complets qui permettaient à la personne, si elle voulait exactement ce modèle-là, tout est détaillé, on explique exactement où mettre chaque clou. Je veux dire, c'est beaucoup, beaucoup plus précis que n'importe quel plan de maison que quelqu'un pourrait acheter. Là, chaque petit détail est filmé et détaillé dans un e-book de 250 pages environ. Donc, on a vraiment mis un gros effort pour que les gens puissent comprendre premièrement, puis deuxièmement, si c'est ce modèle-là qui les intéresse, peuvent le faire là, assez facilement. Et alors, cette serre, quelles étaient ses caractéristiques? Quelles étaient ses performances énergétiques? Parce que c'est quand même assez intéressant. Oui. Donc, d'habitude, les serres, on les connaît en France. Les serres, c'est brûlant en été et c'est glacial en hiver. C'est tout simple. C'est ça. Donc, c'est assez limité. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça le problème principal des serres actuelles. C'est sûr que, dans le fond, ce que ça fait une serre solaire passive, puis c'est comme le même principe que les maisons solaires passives, mais appliquées à une application différente. Dans le fond, un pour que les gens vivent à l'intérieur, l'autre, c'est plus pour les plantes. Puis c'est sûr que pour les plantes, la performance est moins grande parce que le budget est moins grand pour une serre souvent que pour une maison. Donc, en termes d'isolant et tout ça, on peut pas avoir le même type de budget. Donc, c'est sûr que ça va varier un petit peu au niveau de la performance. Mais le principe d'une serre solaire passive, c'est que à l'intérieur de la serre, on désire avoir un maximum de masse thermique, c'est-à-dire n'importe quel matériau dense qui va permettre d'accumuler les surplus de chaleur. N'importe quel matériau dense, c'est-à-dire de l'eau, par exemple, c'est la meilleure masse thermique au monde. Sinon, de la terre, c'est une excellente masse thermique. Puis la masse thermique, la propriété de ça, c'est que à chaque fois qu'il y a un surplus de chaleur dans un certain environnement, la masse thermique va absorber les surplus de chaleur comme une batterie thermique. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, une batterie thermique. Et cette batterie thermique-là va redonner sa chaleur sous forme d'infrarouge lorsque la chaleur va continuer à descendre, donc pendant la nuit, par exemple. Et l'autre principe qui est utilisé dans la serre que tu avais peut-être remarqué, c'est qu'elle est enterrée du côté nord. Ça, c'est ce qu'on appelle un principe de géothermie passive. Parce qu'il faut comprendre que même au Québec, où il fait moins 40 l'hiver, des fois quelques jours de suite, sous terre, c'est pas gelé. Sous terre, si on descend juste à 4 pieds sous terre, ça gèle pas. Donc, si on s'enterre d'un côté, on va utiliser l'énergie de la géothermie passive, c'est-à-dire qu'on va simuler qu'on est sous terre pour stabiliser la température à l'intérieur. Lorsqu'on met ces deux principes-là ensemble, donc le solaire passif qui s'accumule dans la masse thermique en plus de la géothermie passive,
on réussit à avoir des serres qui vont soit ne jamais geler ou très, très rarement. Par exemple, pour en Europe, là, ce serait vraiment pas... Je veux pas dire que vous avez un climat facile, mais comparé à nous, Si. disons que c'est beaucoup plus facile, disons. Mais même au Québec, c'est des serres, comme j'ai eu des commentaires de certaines personnes qui les ont... Parce que nous, on les a construits sur les terrains de d'autres personnes. Des serres qui ont jamais gelé jusqu'à la fin janvier, par exemple. Aucune fois. En février, fin janvier, début février, le moment difficile, c'est qu'il va arriver au Québec des moments où il va faire très froid, sans soleil, pendant quelques jours de suite. Ça c'est la partie que on n'est pas capable de gérer encore. C'est-à-dire que la température va peut-être descendre à -2, -3, des choses comme ça à l'intérieur de la serre. J'ai déjà entendu parler jusqu'à -6, -7 aussi. Ça dure tellement pas longtemps que souvent le sol n'a pas le temps de geler. Donc, il y a plusieurs types de plantes qui vont survivre à ça. Sauf que c'est une chose à considérer, c'est qu'il y a des moments, c'est-à-dire que soit on peut avoir un petit chauffage complémentaire juste pour ce moment critique-là où il va arriver quelques jours de suite sans soleil. Donc, la géothermie passive, elle fait de son mieux, mais ne peut pas fournir indéfiniment non plus, là. Donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant tout ça ensemble, on a quand même une serre qui performe beaucoup, beaucoup mieux. Puis après ça, il faut faire des petits ajustements. Puis il y a des amis à moi qui travaillent présentement sur un projet vraiment, vraiment intéressant qui vient complémenter parfaitement cette technologie-là, puis qui s'intègre parfaitement dans la serre. C'est le chauffage au compost, en fait. Oui, d'accord. Un ami à moi, de Vincent Leblanc, de Violon et Champignons, développe une unité, on met un petit tas de compost juste à côté de la serre. Puis ce qui est intéressant avec le chauffage au compost, c'est que lui, c'est indépendamment du soleil que ça fonctionne. Donc, à chaque fois qu'il fait soleil, c'est le solaire passif. Sauf que ça vient complémenter les journées, justement, sans utiliser d'énergie. On a seulement besoin de l'énergie d'une pompe qui fait circuler l'eau entre le compost et la masse thermique de la serre. Dans le fond, c'est juste une recirculation d'eau qui va chercher la chaleur dans le compost, qui chauffe à des températures vraiment impressionnantes et qui rapporte cette eau-là dans la masse thermique de la serre, dans le fond. Donc, le solaire passif est purement fascinant. Et chaque fois, moi, quand j'étudie des systèmes solaires passifs, et c'est ce que tu présentes, c'est tout un univers qui se déploie devant nous. Et la question qui vient toujours, c'est pourquoi est-ce que toutes les maisons sont d'une telle inefficacité énergétique et pourquoi est-ce que tout le monde n'adopte pas ça? Alors, moi, j'ai mon début de réponse. C'est parce que, finalement, le fait d'être inefficace crée de la valeur. Parce qu'on achète du gaz, on achète du pétrole, on achète de l'électricité. Mais comment ça se fait que ça soit pas aussi répandu alors que c'est tellement efficace? Absolument. Puis c'est vraiment. Puis plus ça va maintenant, parce que ce qui arrive présentement, surtout dans le monde de l'habitation, là, c'est qu'on est en train de développer en plus des isolants ultra performants, qui fait que, joint au solaire passif, on réussit à avoir des maisons qui consomment plus du tout. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a plus de consommation énergétique. C'est vraiment, vraiment fou. Par contre, moi, personnellement, en tout cas, dans mes recherches par rapport aux serres, je me demandais aussi pourquoi les serres solaire passives n'étaient pas plus connues. Puis pour les maisons solaire passives, j'ai l'impression, parce que ce qui est intéressant dans mes recherches, j'ai remarqué dans les années 70 et début 80, c'était très connu. Puis l'université au Canada avaient des recherches, des centres de recherche sur les serres solaires passives, sur les maisons passives, des choses comme ça, des gros programmes. Puis c'est dans ces années-là que ça l'a complètement arrêté, ça l'a disparu complètement. Puis je me rappelle, dans le fond, c'est les années où est-ce que je suis né, et dans le fond, les débuts des années 80. Et la mentalité, je me rappelle, moi, même personnellement au Canada, avant, il y a à peu près 10 ans, la mentalité commune était l'énergie, ça coûte pas cher, puis on en a pour toujours et à l'infini. Je sais pas, maintenant, on en parle tellement qu'on s'en rappelle même plus, mais si on se rappelle des années 90, là, on parlait pas de on va manquer d'énergie peut-être, ou ça coûte cher l'énergie, ou en tout cas définitivement pas au Québec, parce que nous, en plus, on a la chance d'avoir l'électricité la moins chère au monde. Nous, on chauffe électrique ici. On n'utilise même pas de gaz parce que l'électricité coûte tellement rien que tout est électrique là, au Québec. Sauf que je crois vraiment que c'est ça. Puis ce que ça a fait, c'est que cette mentalité commune-là des gens a fait qu'il y a juste vraiment les pionniers puis ceux qui avaient un désir profond, comme par exemple Michael Reynolds, eux ont continué dans cette direction-là. Mais la plupart des autres ont juste dit, bon, tout simplement, si l'énergie, ça va coûter de moins en moins cher puis on en a pour toujours, aussi bien pas se compliquer la vie avec le solaire passif, puis on va juste mettre de l'énergie dedans. Compliquer la vie, c'est pas compliqué du tout, c'est juste que oui, il faut que la maison fasse face au sud. C'est pareil comme une serre solaire passive. Oui, il va falloir faire un petit effort, c'est-à-dire arriver avec une boussole ou un cellulaire ou n'importe quoi qui nous dit où le sud avant de construire sa maison, parce que la plupart des gens ont aucune considération. C'est ça le truc, une maison normale, ça n'a aucune considération pour l'environnement. Fait qu'on la construit n'importe où, dans n'importe quel sens, il n'y a aucune considération. Tandis que oui, quand on veut une maison solaire passive ou qu'on pourrait appeler bioclimatique, qui interagit avec les phénomènes naturels,
il faut l'orienter d'une certaine direction parce que si on la met du mauvais bord, ça fonctionnera pas malheureusement, là. Donc, il y a vraiment Ouais. une science du bâtiment, là. Et Sauf alors, que à partir de je cette tiens à expérience, rassurer les gens, par exemple, je tiens juste à rassurer les gens pour ça, c'est que c'est pas difficile de s'aligner du bon côté. Le sud, il est partout. Fait qu'à part si on a vraiment oui. une grosse montagne ou un gros bâtiment ou une grosse forêt vraiment dense de conifères, parce que les feuillus, c'est parfait, ils perdent leurs feuilles l'hiver. Mais à part dans certains cas spécifiques, c'est toujours possible de faire du solaire passif. Mmh. Ouais, non, non, mais c'est clair que c'est un changement de regard, mais c'est pas plus compliqué. C'est plus efficace, c'est moins cher, c'est plus confortable, c'est plus agréable. Il y a que C'est des ça. avantages. Il faut juste arrêter d'être complètement aveugle, c'est-à-dire de se dire, C'est ça. je fais ce que je veux, je place ma maison n'importe comment, je tiens compte pas C'est du tout ça. de notre environnement. Et C'est ça. c'est le parallèle que je vois avec le corps humain, c'est-à-dire que la physiologie humaine, elle fonctionne parfaitement. Elle est très simple à partir du moment où on respecte ses besoins. Mais pour une maison, c'est pareil. Il y a des espèces de Exactement. règles de base. Si tu fais tes ouvertures au nord, tu vas te prendre les vents froids et tu vas te geler. Si tu fais tes ouvertures au sud, tu vas prendre le soleil et tu vas être très bien. Et donc, à partir Exactement. de cette expérience-là de serre, vous avez Oui. lancé un nouveau projet. Donc, tu as fait ce travail sur la serre et à partir de là, tu as eu une vision encore plus large. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, effectivement. Donc là, après ça, ça a été vraiment le concept de la serre était venu surtout justement parce que je me disais c'est un beau début, c'est une belle pratique par rapport à les bâtiments qui sont quand même un petit peu plus compliqués. Et pendant que je faisais le projet de serre, j'ai rassemblé plusieurs experts du Québec et d'ailleurs, ok, sur ce domaine-là pour avoir différentes visions. Il y en a qui ont une vision plus vraiment écologique, réduire son impact. Il y en a qui ont une vision plus résiliente, c'est-à-dire être capable de produire soi-même une partie de sa nourriture et tout ça. Donc, j'ai rassemblé plusieurs experts. On en a 21 présentement, entre autres, là, dans le certificat, mais on en a vu beaucoup plus que ça, pour rassembler de l'info. Puis j'ai décidé, on a commencé à faire une formation qu'on appelle l'introduction au design de bâtiments écologiques, dans lequel je condense en 2 jours avec mon ami Frédéric, qui a parti l'accompagner avec moi, on condense en 2 jours le meilleur de l'information qu'on a pu ramasser pour que vraiment on prenne quelqu'un. Puis le but, là, c'était je crée un cours pour ma mère. C'est-à-dire, tu comprends? Même si quelqu'un qui a pas beaucoup d'informations encore, je suis capable de, en 1 journée et demie, par exemple, là, environ, là, lui expliquer vraiment justement la pertinence et l'importance de créer une maison qui représente ses valeurs, puis qui est en ligne, dans le fond, avec les phénomènes naturels, premièrement, puis d'expliquer exactement comment on peut y arriver. De plus, on rajoute dans cette formation-là l'utilisation d'un programme qui s'appelle SketchUp, qui est un programme de modélisation 3D extrêmement simple et intuitif, c'est ça qui est vraiment merveilleux. Donc ça, c'est Frédéric qui enseigne cette partie-là. Et Frédéric montre comment l'utiliser pour pouvoir littéralement monter sa maison soi-même sur SketchUp, justement, et même tester le solaire passif, justement. Donc là, ils vont apprendre avec moi comment designer sa maison, où mettre les fenêtres, comment, dans quel angle par rapport au soleil et tout ça. Puis après ça, sur SketchUp, ils vont pouvoir créer leur maison de rêve en 3 dimensions et même la mettre sur Google Maps s'ils veulent à l'endroit où est-ce qu'elle serait pour vrai, puis tester le soleil pour voir si leur vision fonctionne et si ça va être idéal. Puis d'ici quelques mois en plus, va se rajouter à SketchUp un plugin qui permet de même calculer l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que en quelques heures, on va pouvoir prendre quelqu'un qui avait peu de connaissances, par exemple, ou quelqu'un qui avait déjà commencé à faire plus de recherches sur le sujet, et on va pouvoir lui montrer c'est quoi les principes, c'est quoi le meilleur de l'information qu'on a ramassée avec tous ces experts-là. Puis en plus, ils vont pouvoir le tester eux-mêmes sur une modélisation 3D avec SketchUp, puis de savoir la performance énergétique de leur maison, donc voir si oui ou non ça va leur sauver, par exemple. Tu sais, si leur maison va leur coûter juste 50 $ d'énergie par année, par exemple, ou 100 $, ou si on décide d'être autonome complètement, ils pourraient faire ça aussi. Ils vont pouvoir tester ça. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient, là, la deuxième partie, mais c'est déjà vraiment, vraiment intéressant. Puis de plus, on a décidé de mettre ça dans le cadre de ce qu'on appelle l'Académie Adapt, dans lequel le premier cours, c'est l'introduction au design. Mais si on réussit, parce que là, on a un Kickstarter présentement, on essaie de lever des fonds pour pouvoir créer ça. On a fait des ententes avec plusieurs professeurs, les meilleurs professeurs qu'on a trouvés dans ces experts-là. Puis on a fait des ententes avec eux. Si on se rend à tel montant, on va financer nous-mêmes la production de ce cours-là avec cette personne-là. Par exemple, le premier cours, c'est avec Luc Mildeman, justement, pour qu'on fasse une formation sur comment les petits détails qu'il faut absolument savoir sur une serre adjacente à une maison. C'est quoi les petits détails importants? Parce que ça fait 30 ans qu'il y en a une, lui, puis il en a construit plusieurs, étant ingénieur et architecte. Puis en plus, on va faire une formation sur comment cultiver à l'année en serre froide, justement. Comment faire la rotation des aliments pour que, justement, en février ou en janvier, dans ces quelques jours-là où est-ce que c'est plus froid, que les plantes résistent.
comment choisir puis adapter son alimentation aux plantes qui fonctionnent avec ce climat-là, sans avoir besoin de remettre plus d'énergie constamment dans le bâtiment, dans le fond. Ouais, c'est ce que je trouve fabuleux dans votre démarche, c'est que souvent il y a des gens qui s'intéressent à l'aspect maison écologique, donc les matériaux qui composent les maisons, de manière à ce que les matériaux soient sains. Puis il y a ceux qui s'intéressent à l'efficacité énergétique, qui construisent du bioclimatique et qui essayent d'optimiser, de faire en sorte que la maison ne soit pas un gouffre énergétique. Et puis il y a ceux qui pensent en termes de résilience, de production alimentaire, d'autonomie. Et là, vous dites, mais en fait, il n'y a pas à choisir entre chacun, il y a à prendre les trois, et moi, je veux les trois. Et donc, c'est ce que je trouve fabuleux dans votre démarche, c'est que vous réunissez les trois et vous dites, on peut faire écologique, bioclimatique et efficace pour produire de la nourriture, résilient à ce niveau-là, assurant une certaine forme d'autonomie. Et en plus, vous l'enseignez. C'est-à-dire que vous donnez à chacun, comme tu dis, même ta mère peut le découvrir. Tu donnes à chacun les moyens de découvrir ça. Et ça me plaît beaucoup. C'est pour ça que je voulais vraiment t'interviewer pendant ce Terra Incognita, parce que dès le départ, j'ai dit que on mourrait faute de connaissances. C'est-à-dire que si on ne se donne pas les moyens de comprendre et de s'accorder du temps pour la connaissance, alors c'est d'autres qui ont le pouvoir sur nous. Si on veut arrêter d'être dans l'inefficacité totale par rapport au corps humain, si on veut arrêter d'être dans l'inefficacité totale par rapport aux maisons, il faut se relever les manches un moment et passer un peu de temps à rentrer dans la connaissance. Et les facilitateurs de connaissances, comme ce que tu fais avec Kurt, moi je trouve ça fabuleux parce que c'est vraiment donner à chacun les moyens de comprendre et de devenir acteur. Et ça crée une joie et ça crée la santé littéralement. Absolument. Puis je tiens à te remercier en même temps pour tout ce que tu fais justement parce que les gens il y a de plus en plus de gens qui pensent à leur santé grâce à toi, justement, par les vidéos YouTube et tout ça. Puis une fois qu'on a pris conscience de ça puis qu'on fait attention à son corps, justement, j'ai l'impression que un autre aspect qui est vraiment important de s'intéresser, c'est notre troisième pot, c'est-à-dire justement notre maison. Puis oui, effectivement, on essaie de tout mettre dans un même. Oui, elle est écologique ou tout ça, mais oui, elle est saine aussi, la maison. C'est-à-dire que si tu as une maison très haute performance, mais qui tue la personne qui vit à l'intérieur ou qui affaiblit, c'est une maison qui te régénère, justement, pour utiliser les termes appropriés. C'est justement ça, on parle de tous ces sujets-là parce qu'ils sont vraiment essentiels, là, dans le fond. Ouais, et puis alors, ce que je trouve vraiment fabuleux pour continuer les parallèles, c'est qu'on se rend compte qu'actuellement, les maisons sont peu efficaces, inconfortables, les choses comme ça, mais c'est simplement parce que comme pour le corps, il y a des lois biologiques, eh bien, pour les maisons, il y a des lois énergétiques, il y a des lois qui sont simples, qui sont universelles, qui valent pour tous. Et on a le choix. Soit on ne les respecte pas et c'est l'horreur, c'est l'enfer, on doit produire énormément d'énergie, c'est inconfortable. Soit on les respecte et on fait, ça coule tout seul. Et c'est exactement pareil que pour le corps. On a passé notre temps à nager contre le courant, puis là, d'un seul coup, on se met à aller dans le sens du courant, on se dit, ah mais c'est vachement plus facile. Exactement. Ça revient au bon sens. Puis je pense que dans tous les domaines, de s'aligner avec les lois de base, c'est la manière de progresser, d'être bien nous-mêmes. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est bien symbiotique. Il n'y a pas de désavantage pour personne. Tu sais, des fois, les gens ont peur. Ah ouais, mais si j'ai ça, ça veut dire que je le prends à quelqu'un d'autre. Mais quand tu interagis avec le soleil, il est là pour tout le monde. C'est juste, il y a une abondance infinie de soleil, il y a une abondance d'eau qui tombe du ciel. C'est le meilleur système de plomberie du monde. Là, littéralement, les nuages viennent ramasser l'eau, la distillent pour nous, l'amènent jusque sur le toit de votre maison, elle vous tombe sur la tête et on est comme « Ah, je me demande comment on va faire pour avoir de l'eau. » C'est littéralement, l'eau est livrée chez vous, le soleil est livré chez vous, il faut juste créer un design de maison. Puis ça, c'est le focus de la formation, c'est de faire comprendre aux gens. Parce que les gens, souvent, ils pensent « OK, une maison écologique, une maison saine, une maison résiliente, c'est une maison normale. » avec plein de gadgets pour la rendre comme ça. Mais c'est vraiment pas ça. Le design, dans le fond, comme en permaculture, le design est tout. C'est-à-dire, on peut prendre une ancienne maison puis transformer des petites choses pour la rendre comme ça. Mais c'est pas de rajouter des gadgets mécaniques sur la maison qui fait la différence. C'est de s'aligner avec les phénomènes naturels. C'est de designer une maison qui interagit avec les lois de base dont tu parlais tantôt. Puis c'est ça qui fait la différence. Puis c'est ça qui fait aussi qu'elle dure pour toujours. Le point qui revient de tous les experts, c'est que la solution est dans le passif. Parce que tout ce qui est mécanique brise. Tout ce qui bouge brise. Une maison bien conçue solaire passive, dans 200 ans, dans 150 ans, elle est encore en train de performer. Même si, tu sais, dans le fond, les gens se disent « Ah, mais si ça coûte plus cher, tout ça. » First, c'est une des choses qu'on apprend dans le cours, c'est que ça coûte pas plus cher, OK, de la faire comme ça. De mettre des fenêtres au sud puis de mieux la designer, ça coûte pas plus cher. C'est juste plus de penser. Mais en plus, même si ça coûtait plus cher,
Si tu peux garantir aux 5 prochaines générations que ça va coûter moins cher d'énergie, puis là, je parle drastiquement, là, ça veut dire 90% moins d'énergie, par exemple, ou moins encore. Si on réussit à promettre ça ou si on réussit à créer ça, on crée un monde complètement différent. Puis, je pense pas que l'énergie va aller en diminuant dans les prix. Hein? On s'entend là-dessus, probablement pas. Non. Donc, ça va être l'économie va être de plus en plus grande. Fait que c'est tellement important, avant de concevoir des maisons, de prendre le temps de bien la designer, que c'est pour ça que nous, notre mission dans la vie, c'est de répandre cette information-là au maximum, de comment on fait pour bien la designer, justement, puis comment on fait, c'est quoi les principes qu'il faut comprendre et avec lesquels on doit s'aligner, justement. Ouais, mais c'est magnifique et c'est vraiment là où je reconnais la communauté de tous ces gens. Moi, ce que je fais au niveau de la santé, ce que font d'autres au niveau de la permaculture, toi au niveau de l'habitation, c'est vraiment juste de dire, mais arrêtons d'aller contre les lois physiologiques, biologiques, énergétiques. Arrêtons de se taper la tête contre les murs et vous allez voir, ça va beaucoup mieux marcher. Donc pour ça, il y a le travail que vous faites, il y a ce DVD qui est fabuleux, hein, que j'ai vu encore récemment et je vous félicite pour ce travail, tant au point de vue du fond qu'au niveau de la forme. Et c'est avec grande joie que je fais une promotion délibérée pour ce que vous faites, parce que je trouve que avant Noël, c'est des cadeaux de Noël. Non, mais c'est des cadeaux de Noël au sens où c'est quelque chose qui va pas simplement être quelque chose qu'on va consommer. La personne qui va regarder ce DVD ou qui va commencer à étudier ce cours, elle va juste être totalement bouleversée dans sa conception de ce que c'est qu'une maison et comment ça peut marcher. Elle va se dire, mais oui, en fait, c'est ça. C'est si simple que ça. Et pourtant, et tu sais, quand je dis c'est si simple que ça, moi, la découverte du bioclimatisme, il s'est fait alors que j'étais très jeune. J'avais 8 ans et mes parents avaient acheté un livre peut-être d'un architecte que tu connais, qui s'appelle David Wright, qui a écrit un livre qui s'appelle Soleil, Nature, Architecture, et qui était représenté avec des maisons comme des petites coquilles, comme des petits nids, qui est un livre absolument fabuleux. Je mettrai le lien dans la vidéo. Et moi, j'ai été fasciné de me dire, finalement, c'est aussi simple que ça peut être expliqué à des enfants. Et c'est comme la physiologie. Ce que tu fais, ce que vous expliquez tous les deux, ça peut être compris par des enfants. De dire, mettez-vous vos fenêtres au sud et vous aurez chaud. Et pourtant, on ne le fait pas. Oui, c'est vrai, exactement. Puis quand tu parlais de cadeau de Noël, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, pendant des années et des années, justement, à cause de l'ancien paradigme, j'ai donné aucun cadeau de Noël parce que je trouvais que c'était juste, ça lançait la consommation. C'était juste, ça n'allait tellement pas en fonction de mes valeurs que je donnais aucun cadeau de Noël pendant des années jusqu'à temps que justement, je découvre des formations, des cours qui, je trouvais, m'avaient rapproché de mes rêves et de mes plus grandes aspirations. Puis à partir de ce moment-là, j'ai dit comme, wow, ça, c'est un cadeau de Noël que je trouve noble, entre parenthèses. Puis maintenant, mes cadeaux de Noël, c'est toujours de l'information. En fait, c'est toujours des cours, des livres, des formations, des choses comme ça, qui, je sais, vont rapprocher la personne à qui je le donne de sa vision, de ses rêves, de ses aspirations. Et dans ce cas-là, je me sens vraiment bien et content de lui apporter ça au lieu de, justement, ce qui était la mentalité avant, là, que, en tout cas, j'étais dans l'ancien paradigme à ce moment-là de genre, il faut vraiment que je lui achète quelque chose, quel bibelot, quelle cochonnerie, entre parenthèses. Puis j'avais juste décidé d'arrêter complètement parce que ça me faisait souffrir, en fait. Mais là, cette nouvelle perspective-là est complètement différente. Puis maintenant, c'est avec fierté que je vais voir justement des formations, des aspects comme ça que je peux apporter aux gens. Puis je trouve ça vraiment positif. En tout cas, c'est une vision possible pour les gens qui nous écoutent aussi présentement. Ouais, c'est l'une des caractéristiques de l'économie de la connaissance, moi, que je trouve fascinant, c'est que l'économie de la connaissance est une économie dans laquelle, quand tu donnes, quand tu partages, tu ne t'appauvris pas et au contraire, tu t'enrichis. Tu t'enrichis du retour de l'autre qui aura reçu cette connaissance, qui va venir participer lui-même à cette connaissance. Absolument. Et je trouve que c'est un jeu de ping-pong entre humains qui fait qu'on s'élève tous vers le haut et je trouve ça vraiment fabuleux. Donc, il y a ce DVD. Il y a la formation. Vous avez lancé un financement pour cette formation. Oui. On va mettre tous les liens dans la vidéo. Absolument. Fait que c'est ça, présentement, c'est un moment comme un peu critique, c'est-à-dire que la plus grosse différence, c'est que plus on va réussir à ramasser de fonds, on a déjà des ententes avec les professeurs, plus on réussit à ramasser de fonds, plus on va avoir de cours en ligne dans le court terme. C'est-à-dire que nous, on a déjà, là, c'est le fun, c'est un projet de socio-financement, on a déjà ramassé le premier 20 000 qui nous permet de mettre la première formation en ligne. Donc ça, c'est déjà certain. D'ici mars, c'est sûr et certain que la formation va être disponible. Si on réussit à ramasser un petit peu plus, ça va nous permettre de financer, dans le fond, la production, l'éditage, le filmer et tout ça, le processus de plusieurs autres formations. Donc, on aimerait avoir les cours sur les serres spécifiquement parce que c'est sûr, dans l'introduction, on voit beaucoup d'informations puis on a une belle introduction à tout ça.
Mais lorsqu'on veut aller plus dans le spécifique, certaines personnes vont avoir le goût de ça, ou qu'on veut apprendre vraiment comment cultiver 12 mois par année, ou comment installer ses panneaux solaires, calculer soi-même l'énergie qu'on va avoir besoin, tout ça. Lorsqu'on vient dans les points plus spécifiques que les gens ont le goût d'apprendre, ça prend des formations supplémentaires. Puis c'est ça qu'on aurait le goût, c'est qu'au lieu d'être juste une formation en ligne, ce soit l'Académie ADAPT, là, autonomie durable et accessible pour tous, c'est de là que vient le mot ADAPT. Et on voudrait avoir cette académie-là avec plein de spécialistes qui permettraient de donner un maximum d'informations. Puis plus on ramasse de fonds pendant ce socio-financement-là, plus ça va être du court terme, plus on va être capable de le faire tout de suite. Sinon, c'est sûr qu'il va juste falloir commencer avec ça, puis tranquillement, si on réussit à trouver d'autres fonds, produire plus tard là, le reste. Là. Ouais. Mais ça, je pense que c'est une dimension aussi que tu touches de la responsabilité individuelle qui est importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un système de financer lui-même les outils qui vont conduire à sa chute. Or, le système actuel est le système actuel est un système qui est indexé sur la rareté, qui crée la richesse sur la rareté et qui n'a aucun intérêt à créer de l'enseignement qui permette de sortir de ce système. Ça serait juste la folie, ça serait de se tirer une balle dans le pied. Donc si c'est pas nous, avec notre argent, avec notre droit de vote qui est lié à l'argent et qui est un outil qui est d'une neutralité totale et qui dépend uniquement de ce qu'on en fait, si c'est pas nous qui votons et qui disons « Ok, on veut construire les outils de connaissance qui vont nous permettre de nous émanciper et de proposer autre chose sans protester contre le système et de créer quelque chose à côté de beaucoup mieux, plus efficace, plus énergétique », c'est à nous de le faire. Et cette dimension de la responsabilité, elle est énorme. C'est pour ça que je soutiens sans réserve vraiment votre projet de financement et que je suis vraiment ravi de cet échange qu'on a pu avoir. Parce que effectivement, il y a, comme avec la physiologie, il y a juste un univers à découvrir avec l'habitat et l'efficacité énergétique et qui peut radicalement changer nos vies. Absolument. Qualité de vie, je pense, à part sa santé physique, justement, à part sa santé, tout ce que tu apportes présentement avec tes vidéos et ton œuvre, en fait, je dirais, à part ça, la santé mentale, physique, spirituelle, je pense que la chose l'objet physique, du moins, qui a le plus gros impact sur notre qualité de vie, c'est définitivement la maison. C'est notre plus gros investissement de notre vie. On vit dedans, je veux dire, tout le temps, c'est la troisième peau. C'est notre plus gros impact environnemental. Définitivement, 40% des problèmes environnementaux sont causés par l'habitation. À lui, toute seule, 40%. Donc, c'est notre plus gros vote. C'est notre plus gros vote politique aussi parce que, justement, quand je vais vers une maison plus autonome, je dis justement, je vote en disant, moi, je suis pas pour qu'on devienne cette grosse machine-là qui est constamment en train de tirer et qui va créer une guerre à un moment donné si on continue constamment à faire ça. Donc, c'est tellement une grande décision, c'est une décision d'une telle importance que ça vaut la peine que les gens prennent le temps de la concevoir, prennent le temps de comprendre et fassent des décisions qui respectent leurs valeurs, puis qu'il y ait une maison qui leur ressemble, comme il y a une santé qui leur ressemble aussi, leur vrai être, je dirais. Merci Francis, merci sincèrement, merci Kurt aussi. Merci Kurt aussi. Parce que vous êtes, toi t'es la tête de pont, on va dire, c'est celui qui montre sa tête en vidéo, mais je sais qu'il y a toute une équipe derrière toi et que vous êtes en train de faire un super travail au Québec qui j'espère va vraiment se répandre en Europe et bon, vu ce que j'ai vu avant la vidéo, j'en doute pas. Mais il y a vraiment à repenser nos maisons comme il y a à repenser notre santé pour nous faire des maisons comme une santé qui soit à notre taille, qui soit à la hauteur de nos aspirations. Donc, merci sincèrement. On va mettre tous les liens. Et puis, bon, pour les gens qui sont au Québec, pour les Québécois qui nous regardent, il n'y a pas à hésiter, quoi. Faut foncer. C'est là, il faut foncer, effectivement. OK, un gros merci encore, Thierry. C'est vraiment super. Merci à vous deux. Merci. Salut. Bye. Ciao.